parvenir à une gestion efficace des déchets pour une bonne santé publique. Culture, cinéma, un nouveau film long métrage est disponible. Il est baptisé Les déesses de la mer. Il retrace la bravoure de 3 femmes qui excellent dans la pêche artisanale. C'est tout pour les titres. Place au développement. À présent, le contenu de cette série de décrets. Décret D 2026-0127 PRG SGG portant création, organisation et fonctionnement du commandement des opérations spéciales COS. Le président de la République, vu la Constitution, décrète chapitre 1er, disposition générale, article 1er. Il est créé au sein des forces armées guinéennes un commandement des opérations spéciales, en abrégé COS. Article 2. Le commandement des opérations spéciales est une structure de commandement opérationnel interarmées et interservices dépourvue de des personnalités juridiques propres. Article 3. Le commandement des opérations spéciales est placé sous l'autorité du chef d'état-major général des armées. Il agit conformément aux orientations stratégiques définies par le président de la République, chef de l'État. Chapitre 2. Mission. Article 4. Le commandement des opérations spéciales est chargé de coordonner et employer les unités d'élite des forces de défense et de sécurité mises sous son commandement, planifier, préparer et conduire les opérations spéciales, conduire les actions spéciales à haute valeur stratégique, renforcer la capacité d'anticipation et de réaction des forces de défense et de sécurité, lutter contre le terrorisme et les menaces asymétriques, assurer en étroite collaboration avec les services compétents la collecte, l'exploitation, l'analyse, la coordination et la diffusion du renseignement d'intérêt opérationnel nécessaire à la planification, à la préparation et à la conduite des opérations spéciales. Chapitre 3. Composition et organisation. Section 1. Composition du commandement des opérations spéciales. Article 5. Le commandement des opérations spéciales est constitué par prélèvement au sein des forces armées, terre, air, marine, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Article 6. Les unités concernées par le commandement des opérations spéciales incluent notamment le groupement des forces spéciales GFS, le bataillon des troupes aéroportées BATA, le groupement des forces d'intervention rapide GFIR, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN, les fusiliers commando de l'air, les fusiliers marins commando, le groupement d'intervention de la police nationale GIPPN. Section 2, organisation du commandement des opérations spéciales. Article 7. Le commandement des opérations spéciales comprend un commandant, un état-major opérationnel, des unités spéciales intégrées, des structures de soutien. Article 8. Le commandement des opérations spéciales est dirigé par un commandant des opérations spéciales assisté d'un commandant adjoint, tous deux nommés par décret. Article 9. Le commandant des opérations spéciales est un officier général ou un officier supérieur du grade de colonel, titulaire du brevet de l'école de guerre et justifiant d'au moins 5 années d'expérience dans le domaine des opérations spéciales. Le commandant adjoint est un officier supérieur du grade de colonel ou lieutenant-colonel, titulaire du brevet de l'école de guerre et justifiant d'au moins 5 années d'expérience dans le domaine des opérations spéciales. Article 10. L'état-major opérationnel du commandement des opérations spéciales a pour mission d'assurer la planification, la coordination et la conduite des opérations spéciales, ainsi que l'analyse de la situation et l'appui à la décision du commandement des opérations spéciales. Article 11. Les unités spéciales intégrées constituent les forces opérationnelles du commandement des opérations spéciales. Elles sont chargées d'exécuter les missions qui leur sont assignées sous le commandement du COS dans le cadre des opérations spéciales. Article 12.
Les structures de soutien au commandement des opérations spéciales assurent l'ensemble des fonctions d'appui, notamment logistique, technique, administrative et de soutien opérationnel, indispensables à la préparation, à l'exécution et à la permanence des opérations spéciales du commandement des opérations spéciales. Article 13. Principe de non-substitution. Le COS n'a pas vocation à se substituer aux forces existantes. Il constitue un dispositif de coordination visant à optimiser l'emploi des capacités opérationnelles des unités d'élite des forces de défense et de sécurité. Chapitre 4. Gestion et emploi. Article 14. Le personnel du commandement des opérations spéciales est mis à disposition par le ministre de la Défense nationale ou le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, chacun en ce qui le concerne au profit du dit commandement. Le commandement des opérations spéciales assure la sélection, la formation, l'entraînement, la préparation opérationnelle et l'équipement de ce personnel. Il organise et garantit l'emploi opérationnel des unités placées sous son commandement conformément aux missions qui lui sont assignées. Chapitre 5. Disposition finale. Article 15. Des arrêtés du ministre en charge de la Défense nationale précisent l'organisation détaillée, les modalités d'emploi et les règles de fonctionnement du commandement des opérations spéciales. Article 16. Le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'application du présent décret. Article 17. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0128 PRG SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le colonel Abdul Karim Touré, matricule 21 557 G, en service au bataillon de la musique des forces armées guinéennes, BM-FAG, est nommé commandant adjoint du dit bataillon. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0129 PRG SGG portant nomination de haut cadre au grade de commandeur dans l'ordre national du Colatier. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En récompense des éminents services rendus à la nation pour la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des relations diplomatiques, le grade de commandeur de l'ordre national du Colatier de la République de Guinée est décerné aux hauts cadres dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Excellence Maurissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. 2. Excellence Mahawa Bangoura, ancienne ministre des Affaires étrangères. 3. Excellence Alexandre Cesselois, ancien ministre des Affaires étrangères. 4. Excellence Kozo Zoumanigui, ancien ministre des Affaires étrangères. 5. Excellence Fatoumata Kabasidibé, ancienne ministre des Affaires étrangères. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0130 PRG SGG portant nomination de haut cadre au grade d'officier dans l'ordre national du Colatier. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En récompense des éminents services rendus à la nation pour la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des relations diplomatiques, le grade d'officier de l'ordre national du Colatier de la République de Guinée est décerné aux hauts cadres dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1.
Ambassadeur Abdoulaye Youla, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. 2. Ambassadeur Mamadou Saïtiou Bari, directeur général des Guinéens établis à l'étranger du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. 3. Ambassadeur Boinan Fangamou, directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0131 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à M. Yaya Kairaba Kaba, ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0132 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au grade de commandeur dans l'ordre national du Colatier. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. En récompense des éminents services rendus à la nation pour la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des relations diplomatiques, le grade de commandeur de l'ordre national du Colatier de la République de Guinée est décerné au haut cadre dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Excellence Boubacar Diallo, ambassadeur et ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. 2. Excellence Mohamed Ali Thiam, ambassadeur et ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. 3. Excellence Mamadou Falilouba, ambassadeur et ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. 4. Excellence Ali Diané, ambassadeur et ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. 5. Excellence Ahmed Tidiane Sako, ambassadeur et ancien chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères. 6. Excellence Ousmane Diao Baldé, ambassadeur et ancien conseiller principal du ministère des Affaires étrangères. 7. Excellence Cheikh Ahmed Tidiane Kamara, ambassadeur. 8. Excellence Aminata Koïta, ambassadeur. 9. Excellence Mamadi Traoré, ambassadeur. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0133 PRG-SGG portant élévation d'un haut cadre à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Colatier, le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. En récompense des éminents services rendus à la nation pour la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des relations diplomatiques, Excellence Lamine Kapi Kamara, ancien ministre des Affaires étrangères et écrivain, est élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national du Colatier de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0134 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au grade de commandeur à titre posthume dans l'ordre national du Colatier, le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er.
En récompense des éminents services rendus à la nation pour la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des relations diplomatiques, le grade de commandeur de l'Ordre national du Colatier de la République de Guinée est décerné à Feu Lamarana Diallo, ancien ministre des Affaires étrangères. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. En séjour de travail d'amitié à Conakry, le Premier ministre bissau-guinéen Ilido Vieira T est reçu par le président de la République Mamadi Doumbouya. Avec son équipe, il est introduit par le chef de gouvernement Amadou Ouriba en présence du ministre Djiba Diakité, directeur du cabinet de la présidence de la République. Les entretiens portent sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Adjudant Aboubakar Kamano de la presse militaire. Visite de travail et d'amitié en République de Guinée, le Premier ministre bissau-guinéen Ilidio T. Vieira a été reçu en audience ce mercredi 22 avril 2026 au palais Mohamed V par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Accompagné d'une importante délégation gouvernementale, le chef du gouvernement bissau-guinéen a été introduit auprès du chef de l'État par le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement des relations de coopération et d'amitié entre Conakry et Bissau. L'objectif de la visite, c'est qu'on est venu premièrement pour féliciter les présidents de la République de Guinée, le général Doumbouya, pour l'élection qui a été passée, les sortants gagnants. On est venu pour les féliciter et pour nous montrer que la Guinée-Bissau est toujours avec la Guinée. Comme vous savez que la Guinée a joué un rôle très, très intéressant, très important pour la libération de notre pays, Guinée-Bissau. Donc, on ne peut pas oublier ça jamais. Et on a un devoir avec le peuple bissau-guinéen qui a travaillé dur, qui a donné même son sang pour la libération de la Guinée-Bissau. Donc, on est venu ici pour le dire merci en nom de tout le peuple bissau-guinéen pour cette contribution que la Guinée a donnée à notre pays. On est venu avec une forte délégation qui va travailler ensemble avec les premiers ministres dans les différents secteurs des ressources naturelles, énergie, sport, culture et éducation. Donc, on est venu pour pouvoir expliquer comment est-ce qu'on voulait retourner cette coopération entre les deux Guinées. Porteur d'un message du président bissau-guinéen, le Premier ministre Ilidio T. Vieira a dans un premier temps félicité le président Mamadi Doumbouya pour son leadership et sa brillante élection à la magistrature suprême. Il a également exprimé la reconnaissance de son pays envers la Guinée pour les efforts historiques consentis par le peuple guinéen et ses forces de défense dans la lutte pour la libération de la Guinée-Bissau. Dans la même dynamique, le chef du gouvernement bissau-guinéen a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée. Il a notamment indiqué l'intérêt de la Guinée-Bissau à s'inspirer du modèle guinéen dans l'exploitation des ressources naturelles, en particulier à travers le méga-projet Simandou. À cet effet, Ilidio T. Vieira a réitéré son engagement en tant que chef du gouvernement à œuvrer de concert avec son homologue guinéen pour le développement et la stabilité des deux pays, ouvrant ainsi la voie à un renforcement des partenariats économiques et à une coopération sud-sud plus structurée entre Conakry et Bissau. Nous travaillons main dans la main avec le gouvernement de la République de Guinée-Bissau pour relancer notre coopération, relancer une dynamique permettant d'unifier encore davantage ces deux pays. Non pas par des discours, mais à travers des faits concrets, à travers des partages d'expériences en ce qui concerne le secteur minier, en développant des infrastructures qui vont permettre la liaison entre les deux pays pour faciliter le commerce, faciliter la libre circulation des personnes, et puis explorer d'autres types de coopération qui feront
que nos deux peuples vont se sentir encore davantage rapprochés. Parce que c'est ça le désir de nos peuples et c'est cela aussi le désir et la volonté de nos deux chefs d'État. Dans son intervention, le président de la République a mis en avant les relations historiques et fraternelles qui unissent les peuples de Guinée et de Guinée-Bissau. Le chef de l'État a également réaffirmé le soutien de la Guinée à la transition bissau-guinéenne. Il a, à cette occasion, instruit le Premier ministre Amadou Ouriba de travailler étroitement avec son homologue bissau-guinéen en vue de consolider davantage les liens de coopération entre... Compte rendu signé, adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. Il est à Conakry pour 72 heures, vous le savez déjà. Il s'agit du Premier ministre Ilido Vieraté de la Guinée-Bissau. Mais peu avant sa rencontre avec le chef de l'État, il est accueilli à l'aéroport ce mercredi par son homologue Amadou Ouriba. Séjour de travail pour consolider les liens de coopération et de bon voisinage. Déjà, un tête-à-tête a lieu entre les deux chefs du gouvernement, ce qui ouvre la voie aux rencontres sectorielles prévues dans les prochaines heures. Ousmane Bangoura. Le Premier ministre Amadou Ouriba a accueilli ce mercredi à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré son homologue de Guinée-Bissau, Ilidio Vieraté, en visite de courtoisie et de travail pour une durée de 72 heures. Une séquence qui illustre la qualité des relations séculaires entre les deux nations. Ma présence aujourd'hui à Conakry est l'expression de notre ferme volonté de renforcer davantage les liens historiques qui lient nos deux peuples, frères, et d'approfondir les relations de confiance, d'amitié fraternelle et de coopération et de la solidarité qui existent entre la Guinée-Bissau et la République de la Guinée. Pour le Premier ministre Amadou Ouriba, cette visite s'inscrit dans une dynamique de consolidation des liens fraternels, avec une volonté partagée de faire avancer des priorités concrètes au bénéfice des deux peuples. Sa présence ici est une logique de relations fraternelles et de bon voisinage entre la République de Guinée et la République de Guinée-Bissau. Donc là, c'est une visite de courtoisie et d'amitié, comme le Premier ministre vient de le dire, mais ce sera en même temps une visite de travail qui permettrait de mettre en relation directe des membres des deux gouvernements pour passer en revue des programmes, des projets susceptibles d'intéresser mutuellement nos deux pays. Après l'aéroport international de Conakry, le chef du gouvernement bissau-guinéen a été reçu au palais de la Colombe pour un tête-à-tête. Dans son agenda, les questions de coopération, de sécurité, de développement ou encore de stabilité bilatérale. Ce séjour de travail sera ponctué par un point de presse où les deux personnalités passeront en revue les différents points discutés pendant la mission. Dans la capitale sénégalaise, fini le forum sur la paix et la sécurité en Afrique. La participation de la Guinée est très applaudie à travers le ministre des Affaires étrangères. En marge des assises, Dr Maurice Sanda Kouyaté a échangé avec des partenaires intéressés par le programme Simandou. Ce sont des Japonais, des Finlandais et des homologues du continent. Makame Dunzo. C'est l'heure pour les délégations présentes au Forum de Dakar de faire le point sur les efforts continentaux dans le cadre de la paix et de la sécurité. Après avoir délivré le message de Conakry sur la problématique, le chef de la délégation guinéenne a eu plusieurs rencontres en marge des travaux. Dr Maurice Sanda Kouyaté s'est entretenu avec beaucoup de personnalités des quatre coins du globe. Du président de la commission de la CEDEAO à la secrétaire générale de la francophonie, en passant par quelques homologues du continent. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée a échangé avec eux sur des sujets d'actualité. Dr Kouyaté a également eu des échanges très fructueux avec la délégation japonaise intéressée par le programme Simandou 2040. De nombreuses sociétés japonaises s'intéressent à une implantation en Guinée, y compris dans le cadre du programme Simandou 2040. Le Japon souhaite soutenir ces initiatives. Toutefois, cela suppose un environnement politique stable et un climat des affaires favorable.
Nous attendons donc des efforts de la Guinée à cet égard. Des inquiétudes que le chef de la diplomatie guinéenne a calmées en précisant que la Guinée est ouverte à tous les investisseurs. Dr Maurice Anda Kouyaté a donné à la partie japonaise de larges informations sur le programme Simandou 2040. En suivant la déclaration officielle du président Doumbouya à la tribune des Nations Unies, c'est que la Guinée n'est pro-personne, n'est anti-personne. Nous sommes pro-guinéens, pro-africains et pro-développement. Donc ça c'est très important, il n'y a pas de monopole en Guinée. Au contraire, la Guinée est le seul pays où tous les investisseurs sont reçus à bras ouverts. Et là où tout le monde a sa place pour un travail et pour des investissements gagnants-gagnants. Donc c'est maintenant qu'il faut venir en Guinée. Je pense que le Japon, qui est un pays qui nous a toujours soutenus, doit trouver le moment opportun pour faire du business avec la Guinée. Et nous ne sommes pas ingrats. Nous sommes un pays qui reconnaît ses amis dans le passé. Donc c'est le moment pour de venir investir dans ce grand programme Simandou 2040 qui a une description complète de ce que la Guinée veut d'abord dans les 15 premières années et la suite. D'autres rencontres ont ponctué cette mission de Dakar. Dr Kouyaté s'est entretenu avec une délégation finlandaise, mais aussi avec son homologue du Bangladesh. Au cours de ces deux rencontres, il était question de renforcer la coopération bilatérale entre la République de Guinée et ces pays. Cap sur le Maroc. Avec la pêche et l'économie maritime, les initiatives vont crescendo. Le ministre Fassou est à l'offensive. Entre immersion et coopération bilatérale, l'accent est mis sur la modernisation du secteur halieutique. Al-Gassimouba, carnet de voyage. Au Maroc, une mission à forte portée stratégique au cœur d'un secteur clé pour la souveraineté alimentaire. Première étape à Rabat. Le ministre Fassou Teya rencontre la secrétaire d'État marocaine en charge de la pêche maritime. Au centre des échanges, coopération renforcée, partage d'expertise et développement durable des ressources halieutiques dans le but de bâtir un partenariat solide capable de moderniser les filières et d'accélérer la transformation du secteur. Dans la foulée, cap sur le siège de la Comafat en tant que président de l'organisation. Une visite symbolique qui réaffirme l'engagement du pays dans les dynamiques régionales et la gouvernance concertée des pêches africaines. Monsieur le ministre a une autre casquette qui est la casquette du président de la Comafat. Donc, comme vous le savez, la Comafat regroupe 22 pays africains. Nous avons les mêmes préoccupations. Nous avons des similitudes dans les ressources halieutiques et nous sommes prêts à partager nos expériences, à fructifier l'économie de la Guinée, l'économie du Royaume du Maroc, préserver les ressources et assurer la sécurité alimentaire de nos deux pays du continent africain. À Casablanca, immersion au cœur du marché. Dans les halls de vente de poissons, le ministre découvre un modèle structuré, transparent et performant. Traçabilité, organisation, valorisation des produits. Ici, tout est pensé pour optimiser la chaîne de valeur. De Casa, direction El Jadida. Sur le terrain, le ministre visite des projets d'aquaculture, une filière d'avenir au croisement de l'innovation et de la durabilité. Entre ferme marine et techniques modernes d'élevage, c'est toute une vision qui se dessine. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, surtout dans le secteur halieutique, le Maroc, c'est un leader africain en matière halieutique, en matière de gouvernance maritime. Et nous avons vu ici que la digitalisation facilite vraiment tout processus de gouvernance. Donc, au niveau du pays, nous sommes dans le processus qui est encore pas entamé correctement, mais ça nous inspire beaucoup plus à aller de l'avant pour que la digitalisation soit une réalité au niveau du secteur halieutique guinéen. À travers cette mission marocaine, le ministre Fassou Teya trace une ligne moderniser,
coopérer et investir pour faire de la pêche et de l'économie maritime un véritable levier de croissance et de souveraineté. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité vers la matérialisation de 2 projets d'envergure, la chaîne Simandou TV et un siège combiné pour plusieurs médias publics, projet en lien avec Simandou 2040 piloté par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation. À la pose de la première pierre, la présence de hautes personnalités du pays. Marie-Angélique Bangoura était de la partie. Ce lancement marque une étape significative dans le processus de modernisation des infrastructures médiatiques en Guinée. Le projet de siège combiné prévu dans le quartier UP de Kipé, dans la commune de Ratoma, prévoit la construction d'un immeuble de type R+8 avec sous-sol. Cette infrastructure abritera notamment la radio rurale de Guinée, l'agence guinéenne de presse, le journal Orea, ainsi que le fonds d'appui au développement des médias. Les chantiers sont en train de sortir de terre et il n'y a plus de discours, c'est les actes qui le prouvent. Donc une fois encore, si le président, à travers son ministre de la Communication, décide de créer un cadre de vie, de travail optimal pour les travailleurs de l'AGP, de Radio Rurale, du FADEM et de Horoya, on ne peut que se réjouir. On fait le tour de l'Afrique, on fait le tour du monde, on voit un peu comment les services d'information d'État sont installés ailleurs. Aujourd'hui, la Guinée ne doit pas échapper à cela. Et vous allez constater que les locaux qui sont en construction sont dignes de nom, en qualité, en équipement. À l'époque, Mme Makeme était directrice de la radio rurale. On a décidé, comme on n'avait pas de siège de ce département quand le FADEM a été créé, nous avons initié le projet ensemble. Donc on s'est dit, on est 3 départements ici. Orea vient d'être ajouté même pas 2 semaines. Mais c'est important pour une synergie d'équipe, en tant qu'appui aux médias, d'avoir une structure pour une question budgétaire, un siège combiné qui pouvait abriter ces 3 départements, dont l'AGP. Donc c'est comme ça que c'est parti. Dans la continuité de cette dynamique, le projet Simandou TV sera réalisé dans un délai de 18 mois. Implanté sur l'une des hauteurs emblématiques de Conakry, cette chaîne s'inscrit dans la vision globale du programme Simandou 2040, porté par le président de la République. Ce programme met un accent particulier sur le développement des infrastructures et la transformation numérique. Il y a quelques semaines, lors d'une visite de terrain, un jeune m'a interpellé. Il tenait son téléphone à la main et m'a dit, dans une de nos langues du terroir, « Monsieur le ministre, aujourd'hui on filme, on crée, on publie, mais on n'a pas d'endroit pour apprendre, pour grandir, pour vivre de ça. » Cette phrase est restée à moi et elle est devenue une source de motivation pour aller vers des infrastructures totalement intégrées pour permettre de répondre aux attentes justement de nos concitoyens et de nos jeunes. Avec Simandou TV, ils auront, ces jeunes, des studios, des formations, des opportunités d'emploi, un accès au marché. Ça va au-delà, c'est une télévision thématique qui permettra de développer et de drainer toute l'histoire de Simandou et deviendra un hub de création et de source d'inspiration pour les jeunes promoteurs d'emploi, pour des jeunes qui ont des idées de création d'emploi. La réalisation de cette infrastructure que nous entamons aujourd'hui est la confirmation des avancées effectives d'ambition des nouvelles autorités du pays à moderniser l'administration guinéenne. La réalisation de cet édifice moderne, structuré et adopté sur le site de Koloma va non seulement répondre à l'atteinte de nombreux jeunes actifs et créatifs, renforcer l'image de la capitale Conakry et impacter positivement son évolution. Simandou TV ambitionne de devenir une chaîne thématique innovante dédiée aux grandes problématiques sociétales. Elle se veut également un espace de formation pour les jeunes, contribuant ainsi au renforcement des compétences nationales dans les métiers de l'audiovisuel. Le contrat a été signé avec un délai de 18 mois, mais avec le ministre qui est venu, comme vous le connaissez, il est beaucoup vivace. Donc on est en train de voir dans les coulisses comment faire pour ramener les travaux à 12 mois. Donc il est en train de tout mettre en place. S'il faut travailler jour et nuit pour pouvoir
mettre en une année parce qu'il dit qu'il ne veut pas dépasser 1 an. À travers ces réalisations, le MCNI entend concrétiser sa devise, prioriser, organiser et livrer en mettant l'accent sur des infrastructures modernes adaptées aux défis du numérique. Place à ce communiqué du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, notamment en son volet infrastructures urbaines d'intérêt public, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire informe l'ensemble des citoyens que des travaux structurants sont engagés dans la commune de Kaloum, précisément sur l'espace situé entre l'archevêché de Conakry et la maison centrale. Ces travaux s'inscrivent dans une dynamique nationale de modernisation des infrastructures et de valorisation du domaine public en vue de répondre aux exigences de développement socio-économique du pays. Le ministère rappelle que, pour des raisons d'utilité publique et conformément aux dispositions du Code foncier et domanial en vigueur en République de Guinée, toute occupation du domaine public peut faire l'objet de récupérations. En conséquence, il est demandé aux occupants, à quelque titre que ce soit, de bien vouloir procéder à la libération immédiate et sans délai des lieux. Le ministère sait compter sur l'esprit civique et la compréhension de chacun pour accompagner cette action d'intérêt public. Conakry, le 22 avril 2026, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. On enchaîne avec des infrastructures routières dignes du nom. On met le focus à présent sur les enrobés bitumineux. Des journées portes ouvertes sont initiées par Baling Group. Plusieurs notions sont passées en revue, de l'étude de formulation à la mise en œuvre. Ce sont des échanges entre les experts évoluant dans le domaine des travaux publics. Fallu Diallo explique. C'est une grande avancée dans la réalisation des infrastructures durables. Baling Group se veut une véritable alternative pour des routes et autres ouvrages de qualité. Le groupe Baling il a décidé de faire ces journées portes ouvertes pour vulgariser un peu les techniques qu'il faut faire pour bien formuler ce matériau. Lorsqu'il sera mis en œuvre, il sera pérenne, il peut durer plus que ce qui est en train de se constater actuellement. Ça veut dire qu'il peut durer 15 ans, 20 ans. Si on le formule de bonne qualité. Aujourd'hui, au niveau de Baling du laboratoire, il y a un dispositif de matériel qui permet de faire des études sur les enrobés bitumineux du niveau 1 au niveau 4. Et l'intérêt de ce dispositif d'essai, c'est de pouvoir assurer des ouvrages pérennes et durables. En initiant ces journées portes ouvertes sur les enrobés bituminés, Baling entend interpeller les consciences sur la réalisation d'infrastructures de qualité. Les équipements de dernière génération sont désormais disponibles pour les travaux de contrôle d'ouvrages et autres bâtiments à usage d'habitation, tout comme les infrastructures minières. Ces équipements, c'est pour tout le monde, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des entreprises, des étudiants, les ministères techniques, pour pouvoir donner des routes de qualité qui méritent la Guinée. La Guinée est l'un des premiers pays à avoir l'Institut Polytechnique Gamal, qui a formé assez d'ingénieurs et techniciens. On doit être capable d'analyser et savoir pourquoi ça ne marche pas. On doit faire l'assainissement correctement, faire les fossés, et on doit faire les travaux correctement et vérifier la qualité et s'assurer que tous les aspects en termes techniques est respecté. Plus qu'un laboratoire de génie civil, pendant ces journées portes ouvertes, Baling se transforme en une véritable faculté des sciences. Des études de formulation des enrobés niveau 1 à 4 seront présentées. Des démonstrations pratiques de mise en œuvre réalisées et des sessions d'échange avec des experts du secteur organisé. Le tout pour des infrastructures durables. Par ailleurs, démarrage des Olympiades des métiers, événement majeur dans l'agenda du département en charge de l'enseignement technique dans le but de qualifier l'apprentissage. La compétition donne l'opportunité de présenter les offres de formation dans les écoles techniques. Thierry Osman Diallo. Placée sous le thème « Pouvoir des métiers, relever les talents et promouvoir l'excellence », la 3e édition des Olympiades des métiers démarre avec plusieurs innovations apportées pour valoriser la formation professionnelle. À travers un village des métiers, l'édition 2026 donne un large aperçu du potentiel des écoles techniques et met en lumière l'engagement de la Guinée à aller plus loin dans le développement de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous faisons un choix.
Un choix, le choix de croire en notre jeunesse, le choix de valoriser nos métiers, le choix de bâtir une Guinée fondée sur des compétences. Une nation qui valorise ses métiers est une nation qui prépare son avenir. L'enseignement technique deviendra une réalité cette année parce que nous investirons dans les lycées techniques, parce que nous investirons dans une orientation précoce de nos enfants, parce que ce que nous avons pris comme engagement vis-à-vis du peuple de Guinée, c'est de ne laisser aucun Guinéen en dehors du système éducatif. Qu'à l'intérieur du système éducatif, en plus de l'instruction, que l'on puisse donner de la compétence à nos enfants pour qu'ils puissent occuper les emplois créés par notre économie et qu'ils puissent profiter de notre croissance économique. C'est cela la justice et c'est cela l'inclusion et c'est ça la vision du président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Outre la mise en avant des métiers, ces Olympiades constituent un moment de réflexion. Il ne faut surtout pas oublier l'agriculture, qui a encore un taux dans les centres de formation, de choix des enfants, des jeunes, trop faible. Nous devrions avoir au moins 50% d'orientation au niveau de l'agriculture. Nous avons des tracteurs aujourd'hui que nous donnons. Eh bien, ces tracteurs, souvent, n'ont pas de personnel d'entretien. Pays invité d'honneur, le Mali, à travers une forte délégation, souligne tout l'enjeu de la valorisation des métiers et la portée des Olympiades des métiers. Cette rencontre illustre, à n'en pas douter, une opportunité concrète de renforcement de l'excellence, de la coopération entre nos deux pays, deux nations que nos pères fondateurs ont qualifié de deux poumons dans un même corps, au service de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. L'édition 2026 des Olympiades des métiers est caractérisée par une présence de la diaspora, l'aménagement des espaces de formation et de mise en relation pour offrir des opportunités d'insertion aux jeunes. Plus loin, à Mandiana et sur un tout autre plan, inauguration du siège préfectoral de l'UNOG, Union nationale des orpailleurs de Guinée. Derrière cet édifice, faciliter les conditions de travail, une des exigences du personnel et des exploitants. Djamo Kaba, correspondance. À l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, bâtir des infrastructures pour des retrouvailles du personnel est à l'épreuve du développement local durable. À Mandiana, le tout premier siège est mis en service pour l'épanouissement du secteur de l'orpaillage. Une priorité de Tidjane Koïta pour permettre aux membres préfectoraux de la corporation de bénéficier d'un environnement adapté à leurs besoins. Ce bâtiment représente un investissement important, mais surtout un bien commun essentiel pour la communauté des orpailleurs. Car il n'est pas seulement une structure physique, mais un outil au service du développement économique et social qui incarne nos valeurs et modernités. Je porte ici la voix du président national de l'INOG, Tidjane Koïta, pour qu'il règne la stabilité dans les zones minières. C'est l'une des forces de notre corporation pour défendre l'intérêt général. En appuyant l'orpaillage artisanal à Wassolo, l'INOG contribue à la stabilité sociale pour stimuler la croissance économique. L'édifice implanté au cœur du centre-ville de Mandiana est le fruit du plan d'action 2026 pour continuer à se rapprocher des maillons de l'exploitation et de la commercialisation. Toutes ces actions de développement sont aujourd'hui possibles grâce au leadership et à l'accompagnement inconditionnel de notre bien-aimé, de notre président de la République, Mamadi Doumbouya. Au nom de M. Koïta, ainsi que tous les orpailleurs, lui adresser nos vifs remerciements doublés de notre reconnaissance envers lui pour l'attention toute particulière qu'il porte au secteur de l'orpaillage depuis son installation au pouvoir. Les instructions données ici incitent déjà d'autres antennes locales qui vont bientôt inaugurer leurs bureaux, redonner un nouvel âge d'or au secteur de l'orpaillage conformément aux standards internationaux et notre enjeu pour intensifier la lutte contre les conflits au sein des places fortes de l'or.
face aux élèves. Les émissaires du département de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation, ils sont porteurs d'un message de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est en direction des jeunes filles, parallèlement les orienter vers les NTIC. Moussa Bangoura. La digitalisation au cœur des activités du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Dans les établissements scolaires publics de la capitale, la sensibilisation se poursuit. Dans les collèges et lycées, les jeunes filles ont été conscientisées sur la bonne utilisation des réseaux sociaux, tout en les invitant à s'intéresser aux filières techniques pour mieux pratiquer les métiers des technologies de l'information et de la communication. L'utilisation du téléphone qui doit être un outil de travail, qui doit être un outil pour elle, pour se grandir, pas un outil pour faire du mal ou faire des choses qui ne sont pas légales. Le message passé à ces jeunes filles, c'est qu'elles doivent avoir aucune limite. Il n'y a pas de plafond de verre. Donc elles doivent se battre effectivement plus que les autres, mais elles peuvent y arriver. Il faut qu'on éduque aux nouvelles technologies et pour que demain, si elles veulent être entrepreneurs, qu'elles fassent leur entrepreneuriat et que les NTIC peuvent les aider à faire leur entrepreneuriat. Lorsqu'elles vont décider de faire un travail en télétravail, lorsqu'elles vont décider de faire des recherches, que cela soit facile pour elles. Et il y a des métiers qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur Internet, que les gens pensent qu'ils sont réservés aux hommes, tels que les métiers de programmeurs. Dans les salles de classe, les échanges sont fructueux. Les avantages et les inconvénients des technologies ont été expliqués à ces jeunes filles. Merci d'avoir choisi notre école. Nous, les filles, nous sommes très accrochés au téléphone, surtout les réseaux sociaux. Maintenant, ils nous ont dit comment utiliser. Ils ont dit aussi ça nous aide, en même temps ça nous détruit. Ici en Guinée, on utilise beaucoup TikTok, des fois à bon escient, des fois à mauvais escient. Donc les sensibiliser autour de tout cela et leur dire qu'elles ont complètement leur place dans l'économie numérique de demain parce que nous sommes dans un monde totalement numérisé. Et qu'il faut se mettre à jour et que les femmes ont leur place, complètement leur place au même titre que les hommes. Cette campagne de sensibilisation est appréciée à sa juste valeur. Élèves et encadreurs saluent cette offensive visant à aider les jeunes filles à mieux utiliser ces nouveaux outils. J'ai beaucoup apprécié la dame, elle nous a très bien expliqué les recherches comme les thèmes d'exposé. Les cours qu'on n'a pas compris dans les salles, on part à la maison, on nous reprend encore, on pose des questions, ils nous répondent. Plus loin, dans le Grand Conakry, dans certaines écoles, d'autres messages sont véhiculés concernant le numérique pour un meilleur encadrement des jeunes filles, des leaders de demain. Le futur digital de la Guinée appartient aux jeunes filles. Elles doivent oser, elles doivent connaître que la technologie, c'est la logique, c'est la curiosité et la persévérance. Ce déplacement des émissaires du ministère de la Communication et de l'économie numérique intervient à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille dans le numérique. Gestion des déchets solides et liquides, mais surtout avec qualité. À la baie, le débat s'installe. C'est à l'occasion des États généraux régionaux de l'assainissement, une approche développée par l'ANSP, service public habilité en matière d'assainissement. Désormais, au dire des responsables, les interventions seront harmonisées pour une meilleure santé des populations. Aboubakar Diaby. Dans la lutte contre l'insalubrité, l'appui de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique en aspect aux collectivités locales ne faiblit pas. À travers l'organisation des États généraux de l'assainissement, cette structure apporte son expertise pour renforcer la capacité des acteurs impliqués afin d'offrir un cadre hygiénique à la population guinéenne. Ici, dans la région de l'Abbé, l'approche se poursuit pour professionnaliser davantage la gestion des déchets solides et liquides. Ces États généraux ont permis de mettre en place un cadre de concertation permanent qui permet à la ville de l'Abbé de sortir de l'insalubrité et d'assurer une vocation qui est la promotion de la santé publique. Il y a eu un engagement ferme des différents acteurs, que ce soit les petites et moyennes entreprises, que ce soit les organisations de la société civile, pour une synergie d'action afin de sortir
la région de l'insalubrité. C'est une rencontre d'échange mutuel basée sur les mécanismes fiables susceptibles d'amener les collectivités locales à un changement de comportement en faveur d'une meilleure salubrité publique au niveau local. Autour de cette table de concertation, la mobilisation de tous les partenaires techniques et financiers est projetée pour barrer la route à l'insalubrité. La région de l'Abbé réaffirme sa pleine disponibilité à accompagner l'ANSP. Nous mettrons à contribution les préfets, les sous-préfets, les maires et les chefs de quartier pour faire appliquer les résolutions qui sortiront de ces états généraux. L'assainissement ne sera pas l'affaire d'une seule agence, mais un combat de toute la région. Cette dynamique de coordination de gestion des déchets prend en compte tous les défis liés à l'amélioration de la santé publique dans la ville de Karamokomo-Alpha-Molabé. Elle intègre principalement la bonne régulation du secteur de l'assainissement à travers un engagement collectif des autorités locales et autres acteurs clés de la vie administrative de la région de l'Abbé. Kankan, troisième région militaire du pays, les différentes unités sont sillonnées par le général de brigade Sema Kamara, un marathon aux allures d'inspection du verrouillage stratégique de Mandiana aux frontières maliennes et ivoiriennes jusqu'au groupement d'intervention rapide de Soronkoni. Une des étapes a marqué les esprits, le site aurifère à Kolonda, récemment endeuillé, où les autorités militaires ont réaffirmé la souveraineté nationale. Retour sur cette immersion avec adjudant Abdulkader Kamara de la presse militaire. Tout a débuté par les honneurs militaires, symbole de l'importance de la mission conduite par le général de brigade Sena Kamara, inspecteur général des forces armées guinéennes. Cette visite de travail dans les zones frontalières du bataillon d'infanterie de Mandiana dans la 3e région militaire de Kankan, véritable verrou sécuritaire entre la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce secteur a été passé au crible. De Nyantanina à Koundiankoro, en passant par Noumoudjila et la compagnie de production agricole de Koundian, le périple s'est ensuite poursuivi au groupement des forces d'intervention rapide GFIR de Soronkoni. À un passé récent, quand vous venez au rassemblement ici, nous étions habillés pêle-mêle. Aujourd'hui, on est fiers. Partout où nous passons, on connaît qui est gendarme, qui est policier, qui est douanier, qui est éco-garde, qui est militaire. Resserrons les rangs, tenons-nous les mains, acceptons. Comme nous avons tous opté pour la défense de la patrie, nous devons être unis, soudés derrière notre président, derrière la hiérarchie militaire. C'est en cela qu'on peut réussir notre mission. Grâce à votre action salvatrice, le maintien de la paix, de la sécurité, de la défense, nous donnons la possibilité au gouvernement de s'atteler au projet de développement harmonieux et équilibré de la Guinée. Dans cette zone stratégique, chaque unité joue un rôle clé dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la sécurisation des populations. Sur le terrain, 2 piliers guident cette inspection. S'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes et s'assurer de la capacité opérationnelle des moyens de défense pour répondre à toute éventualité. L'arrivée de l'inspecteur vient ici donner encore un tonus aux troupes qui se battent le long des frontières et qui veillent que le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation soit respecté de tous. Kolenda, un district relevant de la sous-préfecture de Dokou. Après les atrocités ayant coûté la vie à un citoyen guinéen sur ce site aurifère, l'heure est désormais au recueillement et à la sécurisation. La présence de l'inspecteur général des forces armées, mandaté par le chef de l'État, marque un tournant décisif. Elle galvanise le moral des troupes et vient sceller une certitude. La protection des citoyens n'est plus une simple promesse, mais une réalité quotidienne. Après l'enlèvement des véhicules stationnés le long des artères de Kaloum, la direction générale de la police informe les propriétaires de ces engins d'aller les récupérer dans 24 heures à la routière de Kaloum. C'est un communiqué de la direction générale de la police nationale, lu par colonel Morikaba, directeur adjoint du service communication et relations publiques du ministère de la Sécurité. Extrait. Communiqué
La Direction générale de la police nationale porte à la connaissance des usagers dont les véhicules sont stationnés au niveau du marché Nyengema en face du stade de la mission 6 à Kaloum et qui gênaient la fluidité de la circulation routière qu'ils disposent d'un délai de 24 heures à compter de mercredi 22 avril 2026 pour procéder à leurs enlèvements. Passé ce délai, les 10 véhicules seront tractés et transférés à la fourrière de Bonfi, à la suite duquel une procédure de vente aux acheteur publics sera engagée conformément à la loi en vigueur. La Direction générale de la police nationale sait compter sur le civisme et la collaboration de tous afin de garantir la sécurité routière, la fluidité de la circulation et le respect de l'ordre public. Fait à Conakry le 22 avril 2026, pour la Direction générale de la police nationale, l'administrateur général de police Guénabassori Camara, grand officier de l'ordre national du mérite, officier de l'ordre national de Colatier. Santé publique, gestion des urgences. Précisément, plusieurs départements se retrouvent. On cite en exemple l'ANSS et les experts nationaux. Ils ont débattu des mécanismes fiables dans la lutte contre les maladies épidémiologiques. Plus de détails avec Aboubakar Diaby. C'est un renforcement de capacité axé sur la gestion des urgences de santé publique en Guinée. Organisé à l'intention des experts nationaux, notamment des inspecteurs régionaux de la santé du pays, cette initiative consiste à passer en revue toutes les maladies à potentiel épidémiologique afin de mieux coordonner les interventions sur le terrain. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité des acteurs nationaux impliqués dans la gestion des urgences de santé publique, dans le renforcement de la préparation, de la réponse pour mieux faire face aux urgences de santé publique. Et quand je parle ici des urgences de santé publique, c'est tout ce qui est maladie à potentiel épidémique, mais également tous les événements qui ont une répercussion sur la santé publique, tels que les inondations, les incendies. Ici, les acteurs impliqués étalent à tour de rôle les connaissances pour garantir la souveraineté sanitaire du pays. Il est question de mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales dans les domaines de gestion des urgences de santé publique en vue de préserver des vies. Ce qu'on attend de ces participants, c'est justement qu'ils soient prêts, qu'ils soient aptes à répondre aux urgences de santé publique, d'où qu'elles puissent provenir. Donc c'est la raison pour laquelle on a intégré aussi les acteurs qui sont au niveau des régions pour leur donner assez d'outils pour leur permettre justement de répondre efficacement en cas d'urgence de santé publique. Cette formation multisectorielle de 5 jours est perçue comme un bréviaire qui prend ainsi en compte tous les aspects, comme l'acquisition des équipements adéquats et surtout la formation des professionnels de santé. Forum économique d'émergence magazine, l'édition de cette année se déroule à Bouquet. Le projet Simandou est au centre des réflexions. Plusieurs panels sont prévus, notamment l'exploitation minière. Alpha Isiagaba, Lansana Marisila. À l'Institut supérieur de géomine de Bouquet, les questions liées à l'emploi, au contenu local ainsi qu'aux défis environnementaux dans l'exploitation de la bauxite sont au cœur des débats. Étudiants et autorités administratives prennent part à cette rencontre. Il s'agit de la 4e édition du Forum économique d'émergence magazine, un événement qui récompense les acteurs de l'économie guinéenne. En ouvrant aujourd'hui les travaux du Forum à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet autour de ces thèmes, nous posons un acte fort, celui de croire en notre capacité collective à aborder les questions de contenu local et de transformation environnementale de manière objective et de transformer nos défis en opportunités. Nous attendons de vos échanges qu'ils aboutissent à des recommandations réalistes sur la manière de concilier l'exploitation, développement économique et protection de l'environnement. Au cours de ce forum, plusieurs panels sont animés par des acteurs de l'économie. Les échanges portent notamment sur l'exploitation minière, avec un accent particulier sur les retombées attendues du programme Simandou 2040. Cette réflexion rejoint les orientations portées au plus haut niveau de l'État, sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya.
est mise en œuvre par le gouvernement sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouri Ba. Une orientation tournée vers la transformation progressive de notre modèle économique et une meilleure valorisation de nos ressources. La délocalisation du Forum économique d'émergence Magazine à Boké permet aux étudiants et chercheurs de l'Institut supérieur de géomine de renforcer leurs compétences. Les activités du forum vont se poursuivre jusqu'au vendredi 24 avril à Conakry avec la tenue de nouveaux panels avant la remise des prix aux entreprises qui dynamisent l'économie guinéenne. Au chapitre culture, cinéma, un nouveau film long métrage est disponible. Il met l'accent sur 3 femmes évoluant dans la pêche artisanale. Le réalisateur les a suivies dans leur quotidien. Tout le processus est mis en lumière, de la pêche à la vente des poissons en passant par le fumage. Les déesses de la mer, c'est le titre du film. On découvre ensemble avec Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Les déesses de la mer, c'est le titre du film. Un rêve du réalisateur de mettre les projecteurs sur le quotidien de Ma Traoré, Ramatoulaye Issou et Ma Kamara, les 3 héroïnes du film. Des dames qu'il a rencontrées dans leur activité il y a une dizaine d'années. Dans la projection, l'on découvre les différentes péripéties de la pêche artisanale qui peuvent prendre plusieurs jours avant que les poissons ne soient sur le marché. C'est des femmes que j'ai connues lorsque je faisais mes études à l'Institut supérieur des arts de Guinée, il y a 10 ans de cela ou 11 ans. Et je remercie toute l'équipe de production qui ont cru en moi parce que à un moment donné, avec mes charges administratives, j'avais complètement abandonné ce projet. Il a fallu le dynamisme de l'équipe de production pour qu'on mène à l'écran ce projet qu'on a entamé depuis que j'étais étudiant. Le projet qui nous rassemble aujourd'hui à travers ce film met en lumière des femmes courageuses, des femmes résilientes, des femmes déterminées, évoluant dans un secteur stratégique de notre économie, la pêche artisanale. Cela nous rappelle une réalité essentielle. Les femmes ne sont pas aujourd'hui en Guinée des actrices du développement, elles sont des piliers incontournables. Séduits par la bravoure des grandes dames, les autorités des ministères sectoriels les inscrivent dans leur agenda pour un appui. Déjà, ces 3 moteurs hors bord sont mis à leur disposition. Monsieur le ministre me charge non seulement de féliciter ces dames, mais aussi de les encourager. À ce titre, il a mis à disposition 3 nouveaux moteurs hors bord qu'on va donner à ces braves dames pour les accompagner dans leur quotidien. Et nous allons voir comment les intégrer dans nos projets de renforcement de capacité dans le cadre du projet Kunki. Les déesses de la mer, un film qui devrait dépasser le simple fait de la contemplation pour être un outil capable d'influencer les mentalités afin d'orienter les décisions en faveur des femmes. Constante fidélité à toutes et à tous, les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.